Retour sur les journées pédagogiques du GPEA qui se sont tenues les 10 et 11 octobre 2024 à la Bibliothèque nationale. À travers ces captations, replongeons ensemble dans les temps forts de cette journée. Bon visionnage. Bonjour, alors je m'appelle Pierre Bertrand, j'ai 37 ans et comme ça a été dit tout à l'heure, je ne peux pas prétendre officiellement dire que je suis sportif de haut niveau, dans le sens où je ne suis pas reconnu sur les listes ministérielles, étant donné que mon sport n'est pas encore paralympique. Mais je peux prétendre à des résultats qui peuvent me permettre, à titre officieux, de dire que je suis sportif de haut niveau. Donc, en tout cas, vous pratiquez le showdown à haut niveau, c'est ça ? Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, je vais d'abord commencer par une présentation du showdown, parce que, contrairement à l'athlétisme, qui est un sport qui peut parler à tout le monde, le showdown, je ne suis pas certain que beaucoup d'entre vous connaissent. Bon, peut-être que certains, ça serait très chouette. Mais... Donc, alors, le showdown, c'est un dérivé du tennis de table, qui a été inventé dans les années 1960 par un Canadien, ancien lui-même joueur de tennis de table, qui a perdu la vue. Donc c'est un sport qui se pratique un peu comme le jeu du palais sur coussin d'air, donc sur une table longue de 3,60 m, large d'1,30 m, avec une balle sonore, longue de 6 cm de diamètre, qui doit toujours rouler sur la surface de jeu. C'est un jeu de raquettes qui se pratique entièrement, je tape sur le micro, excusez-moi, qui se pratique entièrement dans le noir, donc avec des lunettes opaques et un gant de protection. Avant de continuer sur le showdown en lui-même, je vais faire une rapide présentation personnelle de mon cursus. Donc j'ai été en école normale. Je suis né malvoyant, assez malvoyant pour ne pas avoir besoin de canne blanche. J'ai fait mes études maternelles et primaires dans une école normale jusqu'à mon CE2, où je suis rentré à Aulnay-sous-Bois dans une école qui partageait à la fois école normale et école adaptée. Et puis j'ai fait tout mon cursus collège-lycée à l'INJA. J'ai suivi après des études d'informatique au centre Guinaud de Villejuif. Donc voilà, c'est pour... Excusez-moi. C'est pour vous dire que je n'avais... pas beaucoup de prédispositions, j'en viens avec le sport. Je n'aurais jamais cru un jour faire du sport, même en sortant de ces instituts. On en viendra peut-être après, mais je rejoins complètement ce qu'a dit Tiffany tout à l'heure, dans le sens où c'est vrai que ça peut être vraiment intéressant que tous les instituts pousse plus en avant sur les pratiques sportives et sur le dépassement de soi-même. Donc, je reviendrai après sur l'apport du sport et tout ça. Mais... Donc, j'en reviens au showdown. Le showdown, c'est un sport individuel de raquettes, de confrontation, qui a démarré en France en 2002. Alors, je vais d'abord vous faire un peu mon parcours. J'ai découvert le sport en 2011, complètement par hasard. Lors d'une journée de démonstration organisée à Hyères dans l'Essonne. Il était proposé la découverte d'un sport complètement inconnu sous forme de mini-tournoi. J'y suis allé avec des amis, parce que c'est toujours plus sympa de découvrir quelque chose et de pratiquer ce qui pour moi à l'époque était une activité à plusieurs. Et ça m'a tout de suite bien plu, donc je me suis affilié à un des rares clubs qui existait à l'époque. Et dès la première année, ça s'est concrétisé par une bonne rigueur d'entraînement, dans le sens où je m'entraînais 3 fois par semaine. Et vu que peu de clubs en France, pour ceux qui habitent en Île-de-France, ça va vous parler, je faisais à peu près 1h30 aller de RER et puis 2h15 de retour. Pour à peu près 2h30 d'entraînement. Donc bon, c'est un temps de parcours assez conséquent. Quand j'ai commencé, le showdown n'était présent que dans 3-4 clubs en France et tellement peu développé qu'on n'avait aucune aide, que ce soit même financière ou même aide vraiment, on va dire, technique pour apprendre le sport en lui-même.
Donc, on a fait comme on peut, on a développé la discipline du mieux qu'on le pouvait. Et c'est comme ça qu'on a petit à petit pu prendre une place sur la scène internationale, commencer à faire parler des joueurs de Shodan français à haut niveau, et que ça a pu bien réussir. Outre l'aspect pratiquant, je suis aussi responsable adjoint de la commission de Shodan au niveau de la Fédération française handisport. Donc c'est un sport vraiment qui me passionne, et donc je trouve ça aussi très important d'œuvrer au développement de cette discipline. Donc je me permets de vous refaire quand même, parce que ça me paraît très important, et j'en profite pour remercier le GPEA pour laisser ce temps de parole pour cette discipline très méconnue. Le petit historique: en 2002, création du premier club en France. En 2008, quelques autres clubs, 2 ou 3, émergent. 2011, 2 gros clubs qui ont été un peu moteurs de la discipline se sont lancés. 2013, création de l'Union française du Showdown, un peu l'association précurseur de ce qu'est maintenant la commission de Showdown fédérale. Ça a impliqué beaucoup de déplacements dans les clubs, parce que comme vous le verrez, peut-être qu'à la limite, si la régie peut donner la main sur l'ordinateur ici, pour qu'on puisse diffuser une petite vidéo. Alors, si possible, la vidéo sans le son. C'est bon. Merci beaucoup. Donc, voilà, vous avez donc la table de Showdown qui vous donnera un peu une meilleure idée de ce à quoi correspond le sport. Je suis désolé, j'en profite pour vous préciser que je ne suis pas du tout conférencier, et je suis particulièrement stressé de m'exprimer devant vous aujourd'hui, donc soyez indulgents. Donc, comme je vous disais, ça a nécessité dans les débuts beaucoup de déplacements au sein des clubs, parce que maintenant, comme vous le voyez, c'est un sport qui ne se transporte pas aussi facilement qu'un ballon de torbal ou qu'un ballon de cécifoot. Donc ça demande beaucoup de logistique de présenter ce sport au sein des différentes villes et de le développer au sein du territoire. Donc 2014, création du premier tournoi national sous forme de division, ce qui a été pour nous une belle réussite, parce que c'était l'occasion de un peu fédérer un circuit sportif et de rentrer un peu dans... Je suis désolé. De fédérer un peu ce sport au niveau national, et de faire en sorte qu'il ait un vrai cadre et un vrai sens, donc avec un classement, avec des divers champions et parcours de sélection. On peut aussi citer la présence d'un Français qui a commencé vraiment à performer, qui était déjà sur le circuit, mais qui a commencé à performer en 2014-2015, qui a réussi à placer à la 3e place du classement mondial. Donc ça a été vraiment l'essor de la discipline. 2017, la FFH, Fédération française handisport, s'intéresse à la discipline et commence à nous reconnaître en compétition. Et donc, c'est un gros plus. 2020 et 2022, organisation de tournois prestigieux en France, tels qu'un championnat d'Europe et un top 12 européen. Donc, vraiment grosse progression. Et donc, à titre personnel, entrée en 2023 au sein de la commission. Donc, nos missions en ce moment, c'est parce que tout reste à faire, donc former des entraîneurs, parce qu'actuellement, on n'a aucune formation officielle pour un diplôme certifiant d'entraîneur de Showdown. On n'a pas non plus de formation pour un diplôme certifiant d'arbitre. Donc, tout se fait un petit peu au jour le jour et sur le tas. Et notre grand projet aussi, c'est le développement au niveau des jeunes. Donc, cette année, va ouvrir un centre handi-jeunes en Île-de-France au sein de l'établissement IDES.
Donc, ce centre indigène qui sera sous forme d'une association va proposer la pratique de la discipline, pour l'instant aux jeunes d'Île-de-France, mais ça va être l'occasion pour nous de pouvoir regrouper aussi tous nos jeunes de province, parce qu'on en a, et ils sont bien souvent trop esselés. Donc on va essayer de jouer sur ce centre indigène pour les rassembler et leur proposer aussi des compétitions jeunesse, et bien sûr les intégrer à nos circuits plus réguliers, on va dire. Je terminerai je terminerai avec l'apport du sport. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'aurais jamais cru pratiquer un sport. Vraiment, j'ai commencé en loisir et c'était plus une activité même qu'un sport. Je n'ai pas le profil du grand sportif et je ne l'ai jamais eu. J'étais plutôt ce qu'on aurait pu appeler un geek à l'époque. Donc, je ne viens pas du tout du milieu du sport. Le sport, c'est peut-être des généralités, mais pour moi, ça a compté beaucoup. Ça apprend, mine de rien, le dépassement de soi-même. Ça aide dans la vie réelle à se motiver, à aller vers l'avant. Je reviens toujours sur les propos de Tiffany qui vraiment m'ont beaucoup touché, dans le sens où elle parlait de challenge, elle parlait de se forcer à prendre les transports en commun, de se motiver, de se pousser vers l'avant. Et je partage complètement son point de vue. Donc je ne vais pas vous redire les mêmes choses, mais je les partage. Et donc le sport, ça m'a énormément aidé par rapport à ça. Le Shodan étant en plus un sport individuel, c'est un sport où on se retrouve vraiment seul avec soi-même. Alors bien sûr, on a un coach, on a un entraîneur, mais ça ne fait pas tout. Quand on est derrière la table, on est seul avec sa raquette. Et il faut se surpasser. Au niveau des jeunes, ça me paraît être vraiment une discipline très, très, très intéressante, parce qu'au niveau motricité, mine de rien, ça aide beaucoup à prendre conscience de l'espace dans un cadre assez restreint. Mine de rien, comme vous le voyez, au niveau de la table de Shodan, on est plutôt statique normalement, mais on a quand même cette latéralité au niveau de la largeur de la table, un jeu de jambes qui est nécessaire, et on sait bien à quel point dans le handicap visuel, l'axe pieds-jambes et tout ça est parfois bien biaisé. Beaucoup de jeunes, et je le dis parce que j'en ai beaucoup fait partie, sont beaucoup plus sur les talons que sur les pointes, et ça peut, pour certains même, générer quelques problèmes de dos à terme. Donc c'est un sport qui, comme tous les autres sports bien sûr, mais en tout cas c'est un sport qui aide à prendre conscience de son corps. Et pour les non-voyants de naissance, c'est un sport qui aide beaucoup à prendre conscience un peu comme beaucoup d'autres choses, hein, mais c'est un sport qui a déjà été utilisé dans un SIAM, il me semble, en lien avec des orthoptistes, pour travailler un peu la trajectoire de la balle. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, l'objectif n'est pas juste de tirer sa balle tout droit. L'objectif est vraiment d'utiliser un calcul d'angle et d'utiliser les rebonds de la table pour connaître ses trajectoires. Donc c'est très intéressant à ce niveau-là pour prendre conscience de ce qui nous entoure. C'est aussi un sport qui, au niveau de l'entourage, est très chouette à être présenté, parce que c'est un sport qui se rassocie au tennis de table, et donc qui ne connaît pas le tennis de table, et donc qui permet une belle inclusion, et c'est assez facile d'être pris en main. Pour des jeunes, c'est très intéressant de les faire jouer avec, s'ils ont cette chance-là d'avoir des frères et sœurs, ou même avec leur famille, parce que ça permet à la fois à la famille de prendre conscience de façon ludique du handicap, parce qu'on fait évidemment tester ce sport à la famille pendant les 5 premières minutes avec la vue, et puis après sans la vue, et donc de prendre conscience que finalement l'usage de l'oreille est beaucoup plus instinctif que ce qu'ils ne pensent, et ça crée aussi un lien avec l'entourage, donc c'est quelque chose de très, de très important.
Alors pour conclure, comme vous l'aurez compris, ma présentation était, j'espère, pas trop décousue. J'ai essayé de suivre mes notes au mieux. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et n'hésitez pas si vous avez quelconque question. Alors, merci beaucoup, Pierre. Si on veut, dans un établissement, monter une section showdown, où est-ce qu'on se procure le matériel? Comment on s'organise? On trouve le matériel en France? On peut l'acheter? Alors, c'est une très bonne question. Pour l'instant, il n'y a pas de circuit, on va dire, idéal. Les tables qu'on utilise sont fabriquées en République tchèque. On n'a pas vraiment... en République tchèque, oui. On n'a pas vraiment de revendeurs en France, on va dire de revendeurs officiels. Le petit matériel se produit en France. On a un créateur de raquettes en France, des vendeurs de gants, des vendeurs de lunettes en France, il n'y a pas de souci. Vendeurs de balles, on fait confiance aux Danois. Donc, comme je vous ai dit, on a tout à faire. C'est vraiment qu'on part de zéro. Maintenant, pour se procurer une table, il est toujours possible de contacter la commission fédérale de Showdown. Donc, sur le site de la Fédération Handisport, vous avez tous les moyens de contacter la commission. N'hésitez pas à la pause, juste après, à venir prendre des contacts si vous le souhaitez. Vous avez aussi, donc, comme je vous ai parlé de l'IDES, donc c'est avant leur centre indigène, parce que j'ai un peu oublié comment ils ont commencé. Nous avons Guillaume Arias, prof d'EPS à l'IDES, qui propose la discipline au sein de ces cycles d'EPS depuis 1 an, 2 ans. Alors, il sera là demain et il aura beaucoup plus l'occasion de vous en parler. Mais donc, c'est le premier établissement vraiment qui propose au sein de ces cycles d'EPS la discipline et qui s'est lancé dans le grand pari de présenter le showdown. Merci. Alors, il nous reste 2 minutes. Donc, il peut y avoir une question. Oui. Bonjour. Françoise Magna. Bonjour, madame. Comme élève, je voudrais intervenir à propos des 2 interventions qui ont l'air de dire que dans les établissements spécialisés ou non spécialisés, le sport est quantité négligeable pour les déficients visuels. Certes, il est quantité négligeable, je pense, pour déficients visuels ou pas déficients visuels, mais à Ninja, par exemple, hier, je crois me rappeler que une association sportive et qu'il y avait quand même des activités. Alors peut-être pas de showdown, mais il y avait des activités après libres aux élèves qui participaient ou non. Alors, bien sûr, vous avez entièrement raison. Alors Pierre, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Non, vous avez entièrement raison et comme je l'ai dit précédemment, je n'aurais jamais cru faire du sport. Quand j'ai parlé en fait du sport au sein des établissements, c'était le fait de pousser les élèves à le pratiquer et peut-être, alors bien sûr c'est le cas, en tout cas à titre personnel je n'ai pas été accroché ou pas, à raison ou à tort, mais de pousser les élèves vers un sport plus inclusif et ouvert vers l'extérieur. Et bien sûr, l'INJA propose, en tout cas a proposé et propose, je suppose toujours, toute une grande panoplie de sports, mais ça n'est qu'un avis qui n'engage que moi. Peut-être que ces sports ne sont un peu trop que centrés sur eux-mêmes et pas assez ouverts vers l'extérieur et ouverts vers la suite. Parce que être présent dans un institut, c'est une chose, mais la suite, après, une fois lâché dans le grand bain, c'en est une autre. Ok, merci. Alors, non, il est 50. Allez, une. Allez. Bonjour. Alors moi, je suis enseignante spécialisée en province. Et en province où il n'y a pas d'établissement spécialisé. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres enseignants spécialisés. De quel département vous êtes? La Manche. La Manche. Mais je sais qu'on n'est pas le seul département. Et par rapport justement au choix des sports, que ce soit au niveau de l'éducation nationale ou des clubs, moi je me rends compte qu'il y a très très peu de sections e-sport, par exemple, dans le département où je suis.
Les enseignants d'EPS sont des enseignants qui ne sont pas des enseignants spécialisés. Et donc la pratique, je suis d'accord avec les personnes qui ont témoigné aujourd'hui, la pratique du sport ou de l'éducation physique est difficile pour les jeunes déficients visuels. Ils sont isolés et les enseignants d'EPS ont peu de ressources pour adapter leur contenu de cours aux différents publics et en particulier aux jeunes déficients visuels. Je voulais savoir si au cours de ces 2 jours, il y aura aussi un point sur les ressources disponibles pour que nous, enseignants spécialisés, on puisse aussi relayer ces ressources au niveau du sport. Tout à fait. Je pense qu'en effet, vous pouvez être personne ressource dans votre environnement. Et on aura la table ronde demain matin à 10h, là où il y aura justement cette question pourra être abordée. Tout à fait. À ce moment-là, il faudra reposer la question. Et oui, tout à fait. Oui.